qui ont répondu présent, doivent faire preuve de responsabilité. C'est ça qu'on comprend. Oui, je pense que c'est une communication qui est plus adaptée que la communication qui a été tenue la veille. Je pense que cet hommage et cette mobilisation montrent que des gens ont été touchés par ce qui est arrivé à Nahel et sa maman qui a perdu son fils. Je pense que ça a touché beaucoup de monde, comme en témoignent les nombreux témoignages de personnalités politiques, de personnalités sportives, associatives, artistiques, etc. Et je pense que ce rassemblement montre davantage un lien avec un hommage, une solidarité avec Nahel décédé et ses parents, enfin sa mère et sa famille, que les événements qui sont passés hier. Parce que lorsque vous vous rassemblez dans un hommage, vous témoignez une solidarité et un soutien. Lorsque vous essayez de casser des biens publics, vous n'êtes pas dans la solidarité et un soutien envers la famille. Je ne pense pas que Nahel et sa mère soient satisfaits que des gens, au nom de son fils décédé, brûlent des écoles, brûlent des biens publics, etc. Donc, je pense que ce discours et cette mobilisation est plus en phase. Malgré tout, je pense que les discours ont été mal tenus, même de la part du gouvernement hier. Lorsque vous dites que la justice doit pacifier, effectivement, c'est le rôle de la justice de pouvoir pacifier la relation, parce que nous sommes dans une démocratie et seule la justice est capable de déterminer la vérité. Seulement lorsque vous dites, comme président de la République, que le meurtre est inexcusable, est-ce que vous n'êtes déjà pas en train d'allumer la chaudière en vue de déjà déterminer si le policier est coupable ou pas? À partir du moment où le tribunal médiatique et certaines personnalités se sont rendues justice eux-mêmes en disant que le policier était coupable avant même que la justice puisse s'exprimer, je pense que ça a pu envenimer les choses et conduire aux événements dramatiques qui a eu lieu hier soir. C'est entre celui qu'on désigne de facto comme l'ennemi affiché, mais on s'en prend aux biens publics, au matériel, aux voitures. Les voitures qui brûlent, ce sont celles des riverains aussi. C'est là qu'il y a une incompréhension aussi quand on regarde les images. Moi, je pense qu'il y a une émotion qui est légitime suite au décès du jeune Nahel. Ça se manifeste à travers une marche blanche. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie des émeutiers qui font ça, qui utilisent ça comme prétexte pour foutre le bordel en France. Ils foutent le bordel lors des émeutes d'hier, ils viennent foutre le bordel dans la marche blanche à l'heure actuelle, et ils utilisent ça comme prétexte. Quel est leur véritable objectif? À travers le témoignage recueilli par Sandra Buisson et le témoignage que vous décrivez, en fait, on remarque qu'ils s'attaquent à toutes les autorités de la France. Les élus républicains, les médiathèques, les biens publics. Ils expriment une haine anti-France et ils utilisent à chaque fois un prétexte, la mort de Nahel, un match de foot entre la France et l'Algérie ou qu'importe en fait. Ils utilisent n'importe quel prétexte pour venir foutre le bordel dans le pays. Et je pense que c'est ça le problème essentiel. C'est qu'à partir du moment où on ne tient pas la communication et on ne tient pas le territoire, certains en profitent pour venir faire des dégradations. Et au final, qui sont les véritables perdants de cette affaire? Les premiers, c'est ceux qui manifestent légitimement leur émotion. C'est-à-dire qu'ils vont être assimilés aux émeutiers. Le deuxième perdant, c'est les habitants de ces quartiers. Parce qu'au final, qui va perdre son logement? Qui va perdre ses biens publics? Qui va perdre les services publics de proximité? Qui va perdre sa médiathèque? Ce sont les habitants des quartiers. Parce que lorsqu'on va donner la carte des manifestations, vous regardez que ce sont principalement les quartiers dits populaires qui sont ciblés par ça. Et ces personnes qui ont le plus besoin des services publics qui vont perdre le service public. Donc je pense que la première mesure à prendre, c'est de distinguer les personnes qui manifestent leur émotion de manière légitime à travers la famille de Nahel, notamment sa mère. Le deuxième point urgent, c'est de pouvoir rétablir l'ordre, la loi et l'ordre. Donc la loi à travers la justice, si par cas le policier, il s'est avéré qu'il a commis une exaction, et enfin l'ordre, rétablir l'ordre dans nos rues, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Vincent de Morande, sans doute pour plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'ores et déjà à reconstruire. On parlait des moyens. Tous les moyens qui ont manqué, soi-disant cruellement, pour les banlieues, pour les quartiers. Est-ce que c'est ça le nœud du problème? Non, je ne pense pas, parce qu'on a, depuis les politiques de la ville lancées par Jean-Louis Borloo, on a investi, je crois, entre 120 et 150 milliards d'euros cumulés. Donc, des milliards d'euros ont été dépensés. Si vous prenez la comparaison, notamment sur plusieurs paramètres, l'argent qui a été investi dans les banlieues est bien supérieur sur l'argent qui a été investi dans les territoires ruraux. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que souvent, l'excuse qui est donnée, c'est que la criminalité vient à cause de l'origine sociale. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes tendance à une certaine criminalité. Je ne pense pas. Je vais prendre un exemple. La Seine-Saint-Denis, en termes de PIB par habitant, est le 12e ou le 15e département le plus riche de France. Pourtant, vous avez des départements qui sont beaucoup plus pauvres, comme la Creuse, ou dans ce qu'on appelle la diagonale de vide, auquel vous n'avez pas un tel niveau de criminalité, vous n'avez pas des émeutes urbaines à longueur de journée lorsque vous avez un fait divers qui encourage à ce type d'activité. Donc la raison des moyens
et de l'origine sociale ne suffit pas. Il y a d'autres paramètres qui doivent être pris en cause. Lorsque vous regardez les témoignages qui ont été pris par les policiers, les biens qui ont été visés et à chaque fois les endroits qui sont cités et qui sont attaqués, vous remarquez qu'il y a un point commun, c'est que ce sont des représentants de l'État français, à travers les élus, à travers les biens publics, à travers les différentes manifestations. Donc les personnes qui font des émeutes, je ne sais même pas s'ils sont intéressés véritablement par Naël. Je pense qu'ils sont intéressés par foutre le bordel dans le pays et Gérald Darmanin a raison de parler de professionnels du désordre. L'autre paramètre qu'on a en compte, c'est comment faire pour récupérer la main. Est-ce qu'on active l'état d'urgence dès maintenant ou est-ce que pour l'instant, ça va s'arrêter dans les 2-3 jours à venir? Si par cas, l'exécutif intervient et utilise l'état d'urgence maintenant, il considère que ça va être un conflit qui est long. Or, il est peut-être possible, comme étant une présence policière importante, les personnes ne sortent pas parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup plus de risques à sortir ce soir, qu'il y a beaucoup plus de risques par rapport à hier soir. Endiguer les velléités de sortir. Je pense que la question essentielle aujourd'hui, c'est la question du contrôle et de la doctrine d'intervention des forces de l'ordre. La première, c'est que si par cas vous avez beaucoup de forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire, les autres personnes peuvent ne pas être incitées dans la mesure où ils attaquent de manière coordonnée et souvent en supériorité numérique, à 10 contre 1, voire plus. L'autre paramètre, c'est quelle intervention et quelle doctrine des forces de l'ordre. Le point essentiel, c'est qu'avec ce qui s'est passé mardi, les forces de l'ordre ne peuvent pas être en contact, donc ils peuvent être uniquement en défensif. Donc pour l'instant, d'ici ce week-end, on peut uniquement mettre beaucoup de forces de l'ordre pour pouvoir contrôler le territoire, mais pas forcément chasser et attraper les émeutiers. C'est celui qui porte l'uniforme, c'est-à-dire qu'il est plus des vôtres s'il a décidé, même malgré le fait qu'il ait sa famille, s'il a décidé d'endosser l'uniforme, William T. Moi, je pense... Elle est là la fracture. Oui, mais il faut bien cibler, parce que je pense qu'auprès d'une très très grande large majorité de la population, même si c'est embête, ceux qui veulent auprès des émeutiers, de toute façon, voilà, moi je pense véritablement que de toute façon, si c'est pour aller à Sainte-Soline, si c'est pour trouver n'importe quel prétexte, ils iront à la castagne contre les forces de l'ordre, ça devient un sport national pour eux, ça devient quasiment une profession. Ils veulent faire ça parce que de toute façon, ça devient pour eux leur manifestation, une sorte de hobby. C'est comme ça qu'ils manifestent leur idéologie. C'est leur exutoire, quoi. C'est leur exutoire, voilà. Je pense que de toute façon, qu'importe le motif, ils y seraient allés, ils utilisent n'importe quel motif pour le faire. Vous prenez des manifestations écologiques, des manifestations sportives, des faits divers tragiques comme ce qui s'est passé mardi. Ils utilisent ça pour attaquer les forces de l'ordre ou toutes les autres forces. Il y a un autre point, par contre, au-delà des émeutiers, c'est ceux qui habitent dans les quartiers, auxquels vous avez des quartiers de plus en plus difficiles, ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République, auxquels, de toute façon, il y a toujours une tension croissante avec les forces de l'ordre, mais non pas parce que ce sont les forces de l'ordre, c'est uniquement pour une question de contrôle du territoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces deux phénomènes-là qui sont cumulés. Le fait que les émeutiers veulent faire des émeutes contre les forces de l'ordre, et le deuxième point, c'est qu'ils veulent contrôler leur territoire et manifester leur contrôle du territoire. C'est pour ça qu'ils s'attaquent contre les commissariats, contre les différents biens publics, etc. Parce que de toute façon, moins la force publique est présente, moins l'État est présent, plus il possède le territoire. Et enfin, il y a la question qui se pose véritablement, c'est comment, en termes de timing et de durée, on fait pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire national à tous les niveaux pour faire appliquer la loi et l'ordre. Il y a une problème, moi je pense que c'est vraiment une question de timing sur cette affaire parce que le décès de Naël est encore présent, donc du coup les moyens logistiques d'intervention des forces de l'ordre est limité, surtout d'un point de vue politique. Si par cas il y a une bavure, il y a un accident, est-ce que Darmanin et Macron ne vont pas lâcher les forces de l'ordre comme ce qui a pu être assimilé mercredi ou mardi lorsqu'on a vu les images? Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Emmanuel Macron... question sur le fait qu'il soit sur la retenue, une extrême retenue. Voilà, moi je pense qu'en tout cas, il y a une difficulté pour les capitaines et pour les commandants, etc. Parce que pour eux, c'est assez compliqué, parce qu'ils savent que si par qu'il y a une bavure, il y a un excès, c'est eux qui vont prendre et c'est pas le pouvoir politique qui va les protéger. Donc il y a une ligne qui doit être claire vis-à-vis du pouvoir politique, notamment du président de la République, de la première ministre et du ministre de l'Intérieur. C'est quelle doctrine? Est-ce que c'est la ligne Darmanin ou est-ce que c'est la ligne Borne? Est-ce que c'est une ligne sécuritaire et d'arrêter les professionnels du désordre, ou est-ce que c'est davantage une ligne de compassion? Vous ne pouvez pas tenir les deux en même temps. Et c'est là la limite du en même temps macronien. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez comprendre qu'il y a une manifestation d'émotion à l'égard de la famille de Naël. Par contre, la priorité actuelle, c'est le rétablissement de l'ordre, donc le soutien aux policiers. Si, et encourager ou donner de l'espoir, il faut arrêter avec cette économie parallèle que constitue le trafic de drogue. Mais je pense que c'est le sujet. Quoi. Moi, je pense que c'est le sujet. C'est un peu l'argent facile aussi. Moi, je suis bien. Pas à s'insérer non plus. Moi, je pense que c'est le sujet essentiel. C'est pas le nombre de moyens que vous mettez, c'est pas le nombre d'écoles qui est construite, parce que le nombre de infrastructures publiques, le nombre d'argent déversé dans les quartiers dits prioritaires de la ville a été faramineux, entre 120 à 150 milliards d'euros. Il n'y a aucune ville, aucun territoire qui a bénéficié d'un tel investissement. Le sujet essentiel, c'est que dans certains territoires, perdus de la République, ou vous les appelez comme vous voulez, c'est qu'il y a un modèle parallèle, alternatif au modèle républicain. C'est-à-dire que ceux qui dominent, c'est la loi des gangs et la loi des racailles. Ça ne veut pas dire que tout le quartier est comme ça. C'est-à-dire que certains, une minorité,
les gangs qui sont organisés, les racailles, et les ont autres établi, filent droit, quoi. et ceux qui bénéficient de ce système-là ont organisé un système qui est parallèle au système républicain. Lorsque vous participez au trafic de drogue et vous gagnez plus en une journée, en une semaine que vos parents, est-ce que vous préférez ce système-là ou intégrer le système qui est plutôt normal, méritocratique, à travers le système scolaire pour éventuellement toucher le SMIC ou 2 000 euros? On est obligé de se dire que c'est concomitant comme... Oui, donc moi je pense que le problème, c'est pas est-ce qu'il a adopté ou pas le plan banlieue, c'est qu'il faut de toute façon faire un plan pour les banlieues. On peut ne pas être d'accord sur les modalités et sur comment faire. Moi je pense que le point, c'est reprendre le contrôle des quartiers, donc opérer une reconquête républicaine. Je pense qu'il faut ensuite détruire les quartiers parce que de toute façon c'est moche. Les gens de ces quartiers ne méritent pas d'habiter dans un endroit comme ça. C'est mauvais en termes d'urbanisme, en termes d'infrastructure et de niveau de vie, c'est catastrophique. Et ensuite après on reconstruit tout à travers plusieurs piliers. L'éducation, l'égalité des chances et faire en sorte que le modèle républicain soit plus attractif que le modèle des Caïras et du trafic de drogue. Et si par cas, notre modèle est plus attractif, eh bien, ils iront davantage vers notre modèle que l'autre modèle, que celui des émeutiers, du trafic de drogue et des contestations. Moi, ce que j'ai vu, comme vous tous, c'était des garçons plutôt jeunes. À quel moment la colère des habitants, qui eux sont pris en otage, s'exprime aussi? Enfin, je veux dire, eux aussi, ils en ont marre, quoi. Moi, je pense que c'est le point essentiel, parce que quand moi je dis qu'il y a des quartiers perdus de la République, je ne dis pas tout le quartier est perdu. Ah. Je dis qu'ils sont tenus par la loi des gangs et la loi des racailles. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui tiennent un quartier. Est-ce que vous avez forcément une assimilation totale entre les trafiquants de drogue et les racailles? Pas forcément. C'est encore une fois, vous faites un amalgame. C'est-à-dire que toutes les racailles ne sont pas des trafiquants de drogue. Mais vous avez une sorte de culture et une sorte de mainmise. Et c'est la loi du plus fort qui règne. C'est pas la loi de la République, c'est la loi du plus fort qui règne dans ces quartiers. Et au final, ce sont les habitants qui perdent à chaque fois. Ce sont les habitants, ce sont les jeunes. Parce que de toute façon, le modèle social est plus attractif et les jeunes se dirigent là-dessus. C'est ça le problème essentiel. Regardez, justice pour Naël, ACAB, ce slogan